Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler du pilotage de la performance. Donc je me présente rapidement. Moi, je suis Benjamin Boulestax, associé chez 2C Finance. Chez 2C Finance, on est directeur et directrice financier en temps partagé et on accompagne aujourd'hui plus de 300 clients par mois en tant que directeur financier de leur société. Et à ce titre-là, on a vu pas mal de cas de figure de pilotage de l'activité. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Hortense, VP Finance et Compliance chez Chance, et Clément, CFO chez Back Market. Et donc, piloter la performance, si je reprends un peu la métaphore de l'aviation, donc dans un avion, le pilote, c'est le CEO. Et aujourd'hui, le CFO et toute la fonction finance, c'est le copilote, la tour de contrôle et tous les instruments de bord qu'on a aujourd'hui. Alors oui, Charles Lindbergh a traversé l'Atlantique tout seul il y a 100 ans à peu près. Mais aujourd'hui, moi, en tout cas, je ferai pas un vol transatlantique sans un copilote, une tour de contrôle et des instruments de bord. Donc la place de la fonction finance aujourd'hui sur un long trajet, ou en tout cas sur une vie d'entreprise, elle est hyper prépondérante. Si je reprends le thème 0 to 1, aujourd'hui quand une société se crée, c'est la principale idée du dirigeant quand il crée sa société, c'est pas de recruter un CFO, c'est pas sa fonction finance, c'est pas son driver premier, ça c'est sûr. Que ce soit au début de la société et même pendant les premières années de la société. Quand d'ailleurs on le voit très bien, hein, le premier business plan qui est fait d'un dirigeant, c'est sur un coin de table en 10 minutes et c'est pas du tout en associant des experts financiers. Aujourd'hui, quand une société grossit, la place de la finance devient de plus en plus prépondérante. Elle devient un peu au cœur de l'activité et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui sur ce pilotage de la société en fonction du niveau de maturité de l'entreprise. Donc aujourd'hui, comme on est des financiers, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez rapidement présenter vos entreprises. Alors, je pense que la majorité ici connaissent Back Market, un peu moins chance peut-être, mais que vous nous donniez un peu quelques métriques sur votre entreprise pour qu'on ait un peu un ordre de grandeur. Oui, bonjour à tous. Donc, ravi d'être là. Alors, Chance, rapidement, pour ceux qui connaissent pas, chez Chance, on propose en fait on offre une méthode et des solutions d'orientation professionnelle pour permettre à chacun de trouver sa place dans le monde du travail. Donc la méthode Chance, elle permet justement à chacun de travailler sur ses barrières internes, sur ses croyances limitantes et également sur ses barrières externes, puisque Chance, en fait, on repose sur une communauté en fait de plus de 20 000 entraidants qui sont là soit pour ouvrir une porte professionnelle, soit juste pour donner un conseil, parler de leur métier. Donc Chance, pour ensuite vous donner justement cette ordre de grandeur et savoir de quoi on parle. On est à peu près, c'est une start-up qui a été créée il y a un peu moins de 8 ans. Donc c'est quand même assez long. On est aujourd'hui moins de 100 personnes. On fait un chiffre d'affaires qui est à peu près entre 10 et 15 millions d'euros. Et on a aussi une communauté de coachs, parce qu'on s'appuie beaucoup sur des coachs qui sont plus de 350. Donc c'est une assez large communauté. Voilà. Je passe la parole à Clément. Bonjour, je m'appelle Clément. Back Market, c'est une plateforme marketplace pur jus qui met en relation des reconditionneurs professionnels de produits électroniques avec des clients comme vous et moi, avec un objectif qui est de fournir une alternative au neuf dans la consommation de produits électroniques, idéalement une alternative qui soit plus durable, donc meilleure pour l'environnement, et une alternative qui soit moins chère. On est présent dans 18 pays à travers le monde aujourd'hui, en Europe, y compris le Royaume-Uni, les États-Unis et en Asie, au Japon, en Corée du Sud et en Australie depuis juillet 2023. On est un petit peu plus de 600 à travers le monde et on a franchi le cap des 2 milliards de gross merchandise value cette année. La grosse merchandise value, c'est la valeur des produits vendus par la plateforme ou via la plateforme de Back Market sur les différents pays dans lesquels on est présent. Ok, merci. Alors pour commencer, Hortense, quelle stratégie financière Chance a mis en place ou met en place actuellement
pour soutenir un peu cette croissance, soutenir cette scalabilité et en gros comment on pilote l'activité chez Chance. Alors super question, de commencer direct par la scalabilité, parce que c'est un mot qui englobe tellement de choses, la scalabilité qui est vraiment un mot tiroir, je trouve qu'on emploie pour beaucoup de choses. Pour moi, la scalabilité, c'est d'être capable de faire de la croissance. Et donc, pour une fonction financière, c'est d'accompagner cette croissance et d'être support à cette croissance, tout en étant plus efficace et en améliorant donc l'efficacité et également la rentabilité qu'il y a derrière, quoi. Donc c'est vrai que chez Chance, on a connu une très forte croissance ces 2 dernières années. On a fait plus de 150% de croissance en 2 ans, parce qu'on a bénéficié après le Covid de l'explosion en fait de tous les gens qui se posaient des questions sur leur job et qui avaient envie de faire autre chose et qui ont été confinés 3 mois. Donc tout le monde est venu toquer à notre porte à la sortie du confinement. Et puis en plus avec la digitalisation du coaching, aujourd'hui on peut voir un coach en visio. Ça a vraiment démocratisé le secteur. Et donc cette croissance, comment on l'a accompagnée chez Chance? Évidemment, c'est d'être plus efficace, comme je le disais, c'est la notion d'efficacité. Donc comment on est plus efficace, c'est d'être capable de vendre. Avant, on vendait entre 200 et 300 programmes par mois. Aujourd'hui, on est passé à 1500 programmes Chance vendus par mois. Donc il faut que les fonctions support, les fonctions finance soient capables d'accompagner cette croissance avec un nombre d'équipes qui ne fait pas fois 150 non plus. Donc ça veut dire de réfléchir à quels outils on peut mettre en place, quelles personnes aussi on peut recruter. Ça, c'est vrai que c'est la première chose que je voulais dire, c'est que pour scaler, pour être plus efficace, il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc ça veut dire aussi quand on passe d'une start-up, au début on a des gens qui sont un peu couteau suisse, qui font un peu tout, mais aujourd'hui quand on veut scaler, il faut aller recruter des experts sur chacun des domaines que vous voulez scaler. Donc c'est d'abord s'entourer des bonnes personnes, après s'entourer des outils, des bons outils. Donc il y a Victor qui a parlé de celle-ci avant, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que le choix des outils est hyper important aussi. Donc voilà pour moi ce que je mets en place depuis que je suis chez Chance. D'accord. Et donc comment vous avez adapté vos processus et vos outils pour accompagner cette croissance? Il y a un changement de RP, changement de... Exactement. Le premier outil que vous allez regarder, parce que c'est quand même là où est la croissance, c'est votre CRM, c'est votre outil de facturation. Donc nous, c'est le premier outil qu'on a voulu changer, qu'on a voulu scaler. Et je pense qu'il faut le faire assez tôt. Moi, dans mon expérience précédente aussi, j'étais chez Job Teaser, qui est une grosse scale-up. On est passé de 200 à 300 en aussi 2 ans. Et on avait choisi de mettre en place Salesforce. Et quand on avait mis en place Salesforce, on était vraiment petit. Et c'était un choix qui était un peu un pari. Mais c'est vrai que c'est important aussi à un moment donné de prendre des paris et de se dire, qu'est-ce que je vais choisir si je veux vraiment accompagner cette croissance. Et si je crois en mon business, autant parier gros dès le départ, quoi. Chez Chance, c'est pareil. Moi, j'ai changé de CRM il n'y a pas très longtemps. On a automatisé évidemment la facturation parce que, comme je le dis, on a plus de 1000 aujourd'hui talents par mois, donc il faut les facturer de la même façon et pas perdre de temps. Donc ça, c'est les premiers changements que j'ai mis en place. Ok, merci. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des indicateurs financiers cruciaux qui sont suivis pour piloter un peu cette croissance, pour mesurer le succès et jusqu'à la prochaine étape? Alors, évidemment, les indicateurs, là, on va parler un peu plus PNL, financier, parce que derrière cette efficacité de la scalabilité, il y a forcément aussi la rentabilité. Donc, qui parle de rentabilité veut dire de regarder tous les units economics de votre business model. Donc, c'est de s'assurer que tous les units economics de votre haute PNL vont s'améliorer. Donc, regarder la grosse margin, le cost to serve, évidemment votre coût d'acquisition. Et s'assurer qu'ils s'améliorent avec la croissance pour prouver à vos investisseurs que vous allez créer de la valeur. Et puis alors surtout, c'est vrai que depuis 2 ans, il y a quand même un changement de prisme parce qu'aujourd'hui, la rentabilité, c'est quand même le mot clé qu'on entend tous. On a pas mal entendu d'ailleurs ce matin. Et donc rentabilité, pour nous aussi chez Chance, là où je trouve que c'est assez différent aussi d'il y a peut-être 3 ou 4 ans, c'est qu'on va aussi beaucoup regarder tout ce qui va être les coûts R&D, les coûts des équipes tech, des équipes produits. On va vraiment beaucoup challenger quel est le ROI de ces équipes. Donc d'être sûr de savoir comment ils créent de la valeur. Donc on va essayer d'aller du coup traquer le temps des équipes produits, des squads pour savoir sur quel produit elles bossent. Est-ce qu'on est sûr que chaque euro qui sort est vraiment bien investi?
On va aussi beaucoup plus regarder aujourd'hui nos overheads, donc les équipes support, ce qu'on regardait, moi je trouve pas trop il y a 3-4 ans, mais là on va me challenger beaucoup plus, mes investisseurs vont beaucoup plus me challenger sur les équipes RH, les équipes finance aussi, comment tu peux les optimiser. Donc c'est pas que les units économiques du haut de bilan pour prouver que le business model est rentable, mais c'est vraiment aussi d'aller jusqu'à l'EBITDA et d'être sûr qu'il y a une efficacité et une rentabilité à tous les niveaux, quoi. Ok, merci. Donc ça, c'est vraiment la vision pour une entreprise qui fait 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on va parler un peu plus gros, côté back market. Comment a été gérée cette croissance et aujourd'hui, qu'est-ce que, si on regarde dans le viseur de ce qui s'est passé ces dernières années, comment on en est arrivé là en fait? Je pense que ça commence de la même manière que ce qu'Hortense vient de décrire. On cherche toujours à s'embarquer avec les bonnes équipes. Ces équipes, elles évoluent au fil du temps. On parlait de couteau suisse pour commencer, c'est exactement cette dynamique-là. On a besoin dans l'entreprise de personnes qui soient capables de gérer plusieurs choses différentes sur plusieurs streams, qui ne sont experts de rien, mais qui sont capables de tout gérer. Et puis progressivement, on va aller se rapprocher de gens qu'on a besoin de trouver, sur lesquels on a besoin de s'appuyer davantage sur une expertise bien ciblée. Et c'est cette équipe-là qu'on va embarquer pour pouvoir aller chercher plus d'effets d'échelle, plus d'industrialisation. Et donc je pense que la phase 2 de la scalabilité dont on se parlait, c'est beaucoup autour des process, du mindset, des choix à faire, du focus qu'on va aller le chercher. On peut plus se permettre, comme quand on était plus petit, de courir 20 lièvres à la fois. On va essayer de faire les choses peut-être plus à fond, mieux, directement en pensant un produit pour qu'il soit passable à l'échelle très rapidement. Et donc, on prend les bonnes personnes, on prend les bons process, les bons outils, et puis on s'assure que, quelle que soit la géographie, quel que soit le produit, quel que soit l'enjeu, on puisse correctement et le plus rapidement possible le déployer partout. Et ça a été l'enjeu principal de Back Market, définir ce qu'on faisait, et choisir de renoncer à ce qu'on ne voulait pas faire tout de suite. Et sur ce qu'on décidait de faire, être le plus efficace possible et ne pas perdre de temps à avoir un MVP qui ne soit pas directement passable à l'échelle. Ok, et là-dedans, dans ce cas-là, quels sont, côté finance, vraiment les défis qui ont dû être surmontés dans ce passage à l'échelle? Je pense que l'enjeu qu'on a, nous, de copilote, pour reprendre ton image initiale, c'est sans doute d'apporter un petit peu de maturité avec ce qu'on a pu connaître auparavant, dans d'autres expériences parfois, à une équipe qui a besoin, une équipe dirigeante qui a besoin, notamment quand elle continue à être leadée par ses fondateurs, de grandir avec la société. Et donc, tout l'enjeu, c'est de pouvoir progressivement aider la structure et ses dirigeants, ses cofondateurs en premier lieu dans notre cas, à pouvoir switcher d'un mindset très growth à un mindset beaucoup plus équilibré entre la croissance d'un côté, la profitabilité de l'autre, en étant sans doute parfois, j'utilise l'image du party pooper, moi en interne, celui qui dit non, celui qui dit ok mais on commence par quoi, qu'est-ce qu'on ne fait pas, celui qui va essayer d'aider à faire avancer les sujets, ceux qui doivent être priorisés, et puis celui qui va dire aussi, bon ben voilà, on ne peut pas courir 20 lièvres à la fois, encore une fois, et donc ça on ne va pas faire. Et c'est, je pense, un bon rôle pour le CFO, parce que derrière, on a plusieurs leviers pour servir cet objectif-là. Le premier, et sans doute le plus évident, c'est les fonds, c'est l'argent. Où est-ce qu'on décide de mettre notre argent et où est-ce qu'on décide de ne pas le mettre. Et je pense que c'est ça ce qu'on attend d'un CFO dans cette période de scale pour pouvoir correctement, encore une fois, gérer croissance et rentabilité aussi. Ok. Aujourd'hui, c'est vrai que la fonction finance au sens large dans une entreprise au démarrage, elle est souvent vue comme une source de coûts,
elle est pas du tout créatrice de valeur. À quel moment dans le développement d'une société, ça switch et effectivement le côté vraiment valeur ajoutée apportée par les CFO, et là je vous pose la question à tous les deux, hein, à quel moment ça bascule et on sent vraiment ça et le CEO en prend vraiment l'importance. Ce que je pourrais juste dire à ce moment-là, c'est vrai on s'en était parlé avant, c'est un coût, un CFO, c'est sûr, une fonction finance, c'est un coût, mais c'est aussi le moment où ça devient indispensable, c'est le moment où le CEO a aussi besoin de se dégager du temps pour passer sur d'autres sujets. Et pareil, il a besoin lui aussi il a plus de valeur ajoutée à réfléchir à la vision, à réfléchir à la stratégie, à réfléchir à long terme plutôt qu'à faire un BP de comptable qui sera pas hyper efficace. Donc c'est pareil, il faut qu'il s'entoure de bons experts et des meilleurs pour se dégager le temps qu'il faut. Voilà. Peut-être je rajouterais 2 choses. La première, c'est que un CFO, ça apporte de la valeur. Bon, parce que ça clôture des comptes et que ça présente des reportings, mais c'est aussi via l'aspect business et l'obsession business que ça doit apporter beaucoup de valeur. C'est pas parce qu'on vient du monde des chiffres d'une certaine manière qu'on n'a pas à s'intéresser au business, bien au contraire. Donc en fait, le CFO le plus efficace pour le CEO, mais pour le reste de la société aussi, c'est celui qui va être centré 100% de son temps, ou autant que faire se peut, sur le business, essayer de le comprendre le maximum, aller challenger tout le reste des exco members et puis en dessous aussi pour bien comprendre le business et essayer de comprendre aussi où est-ce que notre investissement en termes de temps aura le plus d'impact, à la fois, encore une fois, en termes de croissance et en termes de levier opérationnel également. Et je pense que le deuxième aspect qui est important aussi, c'est que on doit être le partenaire du CEO. Enfin, on s'en parlait avant de rejoindre la scène. Les fonctions de dirigeant, sans doute CEO encore plus que CFO, c'est des fonctions où il y a un petit peu de solitude quand même. Donc si on arrive à créer une team qui arrive à être équilibrée et sur laquelle on puisse co-créer ou au moins s'auto-challenger ensemble, on va plus loin. Donc c'est là où je pense qu'on a un rôle à jouer. Évidemment encore plus important dans un environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, qui a beaucoup changé sur les 24 derniers mois, où on n'est plus uniquement à regarder comment est-ce qu'on croît le plus rapidement possible, mais comment on croît le plus sainement possible pour la société. Puis surtout, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que tu dis qu'en effet, on est là pour ping-ponger avec le CEO. On est aussi, en tout cas sur des tailles de structures plus comme la mienne, où on est encore petit. Le CFO, c'est souvent celui, en tout cas moi dans mon codir, dans mon Comex, j'ai cette personnalité-là. On est souvent celui qui est plus drivé, qui prend ses décisions en étant drivé par le risque, par la menace, qui est plus celui qui est analytique, qui va regarder les données, alors qu'autour, il y a souvent beaucoup de profils entrepreneurs, de profils plus qui vont aller avoir envie de tout creuser, d'aller en effet ouvrir plein de produits, ouvrir plein de pays, tout tenter. Et donc c'est indispensable d'avoir quelqu'un, un CFO, qui justement apporte une contre-vision pour aller un peu calmer tout le monde et dire attention, il y a aussi un enjeu financier, quoi. Donc c'est vraiment clé. Et là aujourd'hui, on le voit très bien avec l'enjeu de la rentabilité, avec le marché qui se tend, que de se passer de ce profil-là dans un COMEX, dans une équipe dirigeante, c'est prendre un risque. Donc il faut éviter de prendre ce risque trop tôt. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que la fonction finance, elle était historiquement très présente dans les grands groupes, dans les grandes sociétés, etc. Mais de plus en plus, on a ce besoin tôt, on va dire, dans la vie d'une société, notamment en vue du contexte actuel, où c'est plus difficile d'aller chercher des fonds. Les fonds sont plus sensibles sur les sujets de rentabilité à court ou moyen terme, mais en tout cas vraiment une visibilité de cette rentabilité. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir cette fonction finance un peu plus tôt dans la vie d'une société. Est-ce que vous avez un conseil, ou je ne sais pas, sur la partie vraiment accompagnement financier, sur la période à partir de laquelle il y a un vrai besoin pour un CEO et pour une entreprise? C'est assez difficile pour moi de répondre à cette question parce que, d'une certaine manière, je viens d'un monde encore plus structuré. Avant d'être CFO chez Back Market, j'étais CFO chez Vente Privée. Donc je suis en train plutôt de remonter, tel le saumon, la rivière vers les séries les plus récentes. Je pense qu'il
il y a deux dynamiques auxquelles il faut être attentif quand on est un fondateur ou quand on cherche à se structurer as a company. La première, c'est le temps que ça me prend en tant que fondateur de passer passer sur des considérations financières et à partir de quel moment j'y perds plus de temps que j'en gagne d'une certaine manière. Et la deuxième, c'est le niveau d'expertise et la maturité de mon équipe dirigeante sur des sujets financiers. La réponse ne sera pas la même si l'un des cofondateurs ou le fondateur de la société est, par essence, un financier dans l'âme, peut-être qu'il y a une expérience passée dans la finance, ou s'ils viennent de mondes divers. Auquel cas, sans doute que cette équipe, si elle n'est pas forcément équipée en interne directement sur des considérations financières, viendra plutôt dans la vie de la société s'équiper en externe. Ouais, d'ailleurs, tu me disais que effectivement, quand le premier financier est recruté par des non-financiers, c'est souvent assez compliqué. Et c'est vrai que quand c'est un financier qui va recruter un financier, c'est toujours tout de suite plus simple parce qu'il va pouvoir lui expliquer un peu les enjeux, les problématiques et les besoins de la société à l'instant T et dans les années à venir. Et donc, il y aura ça sera plus fluide en tout cas. Oui, c'est plus simple ou c'est aussi à risque, hein, parce que d'avoir un CEO qui a des compétences financières, il peut aussi bien te challenger sur ton BP. Donc ça dépend ce que tu préfères. Ça sent l'expérience. Ok. En ce qui concerne la place du CFO, il y a aussi, et puis la place de la fonction finance et le pilotage financier de la société, il y a effectivement la place du CFO aussi au sein des différentes équipes et la coordination qu'il peut y avoir entre l'équipe finance et le reste de la société. Ça se passe comment chez Chance? Ça se passe comment chez Back Market? Oui, alors ça c'est une super question puisque justement, je pense que le CFO est redevenu une personne très clé dans les startups depuis justement ces 2 dernières années avec cet enjeu de rentabilité et de préserver son cash à tout prix. Donc le CFO redevient la personne un peu vraiment crainte de la société et il est au cœur de plein de discussions stratégiques dès le départ. Il est impliqué, comme tu disais, dès le moment où on lance un nouveau produit, où on lance une nouvelle initiative, où on lance un nouveau pays ou autre, pour vraiment, dès le départ, se dire est-ce que le ROI, la rentabilité qu'il va y avoir derrière est suffisante. On est au cœur de toutes les discussions dès qu'il y a un investissement, 1 euro qui doit sortir pour un nouvel outil, pour n'importe quoi, évidemment, je ne parle même pas pour les recrutements, ou dans les plans de recrutement, c'est sûr que les DRH ont un peu moins la liberté de faire ce qu'ils veulent, donc on va travailler vraiment en binôme beaucoup avec les DRH. Je pense que ça c'est aussi très important d'avoir une relation de confiance avec son DRH parce que on va construire ensemble le plan de recrutement. Les CMO, ils en parlaient ce matin d'ailleurs dans leur conférence. Je pense qu'ils ont vraiment très souvent employé le mot rentabilité parce que ils sont quand même beaucoup plus embêtés sur leur budget marketing par les DAF depuis ces 3 dernières années. Donc aujourd'hui, on est redevenu clé et c'est bien parce que ça remet un peu l'église au centre du village, quoi. Moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est la finance, c'est une fonction support. On est là pour servir le business, mais il ne faut pas être servile pour autant. Il faut trouver le bon équilibre entre être là pour aider et puis toujours aller chercher quelque chose pour que les business ou les fonctions différentes nous aident également. Et c'est cet équilibre-là, un poil instable, qu'il faut réussir à maintenir tout au long de la vie de la société et puis en fonction des différentes phases qu'elle traverse également. Puis je pense que ce qu'il faut rajouter, on s'en était parlé aussi, c'est l'importance de la communication que les DAF doivent avoir dans ces périodes-là. Donc c'est de rendre notre métier le plus explicite, le plus accessible possible. C'est de communiquer le plus régulièrement possible pour que justement on puisse aussi acculturer l'entreprise à tout ce qui va être enjeu financier et que ces notions de rentabilité, les gens comprennent pourquoi, à quoi ça sert. Et ça, c'est aussi un changement très fort par rapport à quelques années où on parlait que de la top line, du booking, du chiffre d'affaires. Maintenant, on va aussi parler de métriques beaucoup plus financiers comme de l'EBITDA. Et ça, du coup, la com, c'est pas un exercice facile pour des CFO, mais c'est très intéressant d'être un peu professoral là-dessus avec les équipes.
Effectivement, et garder d'ailleurs un message assez clair. Je crois que c'est ce que tu nous avais dit dans la préparation, Clément, c'est d'essayer d'être accessible, parce que c'est vrai que la finance, ça parle pas forcément à tout le monde, mais avoir un langage assez clair. Toi, tu fonctionnes comment chez Back Market? Alors, donc, on se voit tous les mois, ce qu'on appelle Some Hands chez Back Market, et tous les mois, je partage les résultats du mois passé, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de solde intermédiaire de gestion, jusqu'à l'EBITDA, ce fameux EBITDA, et tous les trimestres, je commence ma présentation par un rappel de ce dont je vais parler. C'est toujours la même chose. Donc les gens qui sont là depuis 3 ans, ils en ont marre. Mais les gens qui sont là depuis 2 semaines, ils sont contents. Et il y a un enjeu qui est de la pédagogie, répéter beaucoup les mêmes messages d'une certaine manière, mais ça finit par rentrer. Et plus les employés de Back Market comprennent nos propres enjeux, plus ça va être facile pour nous d'avancer ensuite. Donc l'effort de pédagogie, il est important. Ça prend du temps. C'est parfois frustrant parce qu'on a l'impression de rabâcher les choses, mais ça finit toujours par payer. Ok, c'est une nouvelle corde à l'arc du CFO. Il faut qu'il soit aussi un bon communicant maintenant dans le monde d'aujourd'hui. Ok, alors juste pour finir sur la partie finance, sur peut-être les enjeux à venir pour Chance et Back Market, notamment avec le prisme financier et vraiment sur ce pilotage de la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? En tout cas, comment vous voyez la suite des deux entreprises? Allez. Alors, ça va pas du tout être original. Comment allier croissance et rentabilité, volume 2, 3, 8, on ne sait plus très bien. Plus Back Market croît, plus il faut qu'on réussisse à allier correctement une croissance qui continue à être significative avec une rentabilité au niveau du groupe qui s'améliore. J'espère qu'on sera plus ou moins break-even cette année. C'est en tout cas l'objectif. Et il faut qu'on continue à faire cet effort-là en tant que compagnie. Et puis maintenant qu'on commence collectivement chez Back Market à être bon sur les sujets de P&L, de compte de résultats, ma prochaine ambition, c'est de parler cash beaucoup avec les équipes et de considérer, au-delà du P&L, qu'il existe un cash flow et comment est-ce qu'on s'intéresse davantage à ces enjeux-là. Parce que, évidemment, Back Market, comme toutes les sociétés en ce moment, doit gérer son cash de la meilleure manière possible. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un poil plus difficile ces temps-ci de lever de l'argent auprès des investisseurs. Donc il y a un vrai enjeu de pilotage qui se gère par la rentabilité évidemment, mais au-delà de la rentabilité, par tous les autres impacts cash qui peuvent exister dans une société. Alors nous, chez Chance, ça va être aussi un peu la même chose. C'est sûr que pour donner un peu de contexte, on a fait une levée de fonds en 2021. Donc c'était encore à l'époque où il y avait de l'argent. On a aussi profité en 2022 encore de l'époque où il y avait de la dette. Donc on est allé chercher beaucoup de dettes, ce qui est top parce que c'est pas dilutif. Donc on a du coup pu vivre depuis cette époque-là. On vit grâce à cet argent qu'on a eu à ce moment-là qui évidemment, comme toutes les startups, le tas d'or commence un peu à réduire. Donc là, c'est évidemment une grosse vigilance sur le cash. On n'a pas forcément envie de retourner en plus sur le marché de la levée de fonds en 2024, parce que je pense que, comme beaucoup de gens sans doute, 2024 risque d'être compliqué encore. Et même si on a fait de la croissance, au niveau rentabilité, on n'est pas forcément encore à des niveaux suffisamment bons. Donc l'enjeu du cash va être important en 2024. On regarde donc aussi beaucoup d'autres solutions de levée parce qu'on n'a pas forcément envie de retourner voir des VC qui sont exigeants. On regarde par exemple des solutions de crowd equity parce que comme Chance, on est une marque B2C qui est assez forte. C'est des choses qui peuvent nous intéresser. Donc d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont déjà fait du crowd equity, ravi d'en parler avec vous pour échanger sur vos pratiques. Mais donc voilà, ça va être des enjeux cash et puis évidemment rentabilité volume 10. Ok, merci. Alors, les organisateurs ont bien fait les choses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 sociétés à impact. Un impact environnemental pour Back Market et un impact social pour Chance. Moi, la question que je me pose, c'est toute cette partie pilotage de l'impact et notamment pilotage de tout ce qui est indicateur un peu extra-financier
mais qui sont nécessaires pour parler d'impact, pour mesurer l'impact. Alors aujourd'hui, ça retombe dans l'escarcelle de la finance, souvent. Déjà, pourquoi ça retombe dans l'escarcelle de la finance? Et après, aujourd'hui, quels outils vous avez en interne pour le piloter? Comment vous le suivez? Oui, alors peut-être pour remettre un peu de contexte sur Chance aussi, parce que chez Chance, on a été créé, on est Native Impact en effet, on a une mission sociale qui consiste à accroître en fait la mobilité professionnelle, puisqu'on aide les gens à être plus alignés et plus performants dans leur job, donc potentiellement on va les aider à bénéficier d'une mobilité professionnelle, et donc on agit aussi sur la mobilité sociale au sens large. Chance en fait, ça vient de l'égalité des chances. Comme je le disais en intro, on joue aussi sur les barrières externes et les barrières internes des gens, puisque notre mission, c'est que le passé de chacun ne dicte pas le futur. Donc on a une mission sociale qui est très forte depuis le départ. On a notamment dans nos statuts l'obligation d'accompagner 25% de talents qui gagnent moins de 1 400 €. Donc ça, c'est écrit dans nos statuts. Et donc aujourd'hui, ça influe évidemment très fort dans notre ADN et dans nos valeurs, dans les gens qu'on recrute aussi. C'est du coup un élément de marque employeur assez convaincant et qui habite beaucoup les salariés de Chance. Alors pourquoi c'est tombé dans mon escarcelle, c'est une bonne question, parce que souvent évidemment, comme on le disait en intro, dans les startups on est tous un peu couteau suisse, et l'impact, la mesure de l'impact revient souvent à la fonction financière. La mission sociale, l'impact, elle est présente, elle est partout dans toute la société. Elle est évidemment très fortement portée par notre CEO, par Ludovic de Gromard, qui est très inspiré, habité par cette mission. Mais après, la mesure de l'impact va se retrouver à la finance. Alors, en revanche, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que nous, on distingue aussi la mesure de l'efficacité. La mesure de l'efficacité, c'est la mesure de l'efficacité de notre produit. Donc, comme je disais, nous, c'est un parcours professionnel pour être mieux aligné avec ses moteurs, etc. Donc ça, c'est l'efficacité de notre produit. Donc, pour le coup, ça va être chez les équipes produits. Mais en revanche, la mesure de notre impact long terme, c'est pas la même chose, c'est vraiment notre outcome long terme, c'est l'atteinte de notre mission sociale. Ça, souvent, c'est chez le DAF, puisque c'est notamment dans notre reporting extra-financier qu'on reporte à nos fonds. On a des fonds à impact à notre capital qui, eux-mêmes, comme nous, sont incentivés sur ces indicateurs d'impact. Donc, eux, ils suivent exactement comme nous et ils reportent à leur LPs le nombre de talents qui gagnent, qui rentrent dans les parcours Chance et qui gagnent moins de 1 400 €. Donc, on est complètement alignés, LPs et entreprises, sur les mêmes indicateurs. Et ça, on le reporte tous les mois. C'est le KPI clé qu'on suit. Il y en a également d'autres parce qu'on regarde aussi les sorties positives, c'est-à-dire à quel point les gens vont bénéficier d'un travail à la fin du parcours, à quel point les gens vont bénéficier d'une reconversion professionnelle, vont changer de job, lesquels ont choisi de partir dans tel secteur. Donc ça repose sur beaucoup de data. Donc qui dit beaucoup de data, dit aussi la finance. Voilà, pour finir. Peut-être pour compléter, mesurer la performance d'une entreprise aujourd'hui, encore plus qu'hier, et sans doute moins que demain, c'est regarder la performance financière, c'est regarder la performance extra-financière aussi. Mais dans les deux aspects, si on est sérieux et si on veut être sérieux, et c'est le cas chez Chance manifestement, et chez Back Market aussi, d'autant plus si on est porté par une mission où il y a un vrai enjeu de sustainability, un angle ESG fort, quel qu'il soit, il faut le faire, il faut regarder cette performance extra-financière avec la même acuité que la performance financière. Et c'est aussi pour ça que ça tombe plus ou moins naturellement chez le CFO à un moment donné de la vie de la société. Moi, j'ai récupéré la durabilité tout début 2023. Et quand j'ai récupéré cette équipe-là, l'enjeu pour moi, ça a été de vouloir appliquer les mêmes méthodes de mesure de la performance extra-financière chez Back Market que de la mesure de la performance financière. Et qu'est-ce que ça veut dire appliquer la même méthode? Ça veut dire le même niveau de rigueur sur les chiffres. Comment est-ce que on génère des chiffres qui soient le plus rigoureux possible? Et quand on n'est pas sûr, on les reporte pas. Comment est-ce qu'on s'équipe pour faire ça correctement? On a pris des logiciels pour pouvoir améliorer notre capacité à mesurer chez nous. Et comment est-ce qu'on regarde aussi régulièrement
je pose parce que c'est pas vrai, mais comment est-ce qu'on essaye d'accélérer le nombre de fois où on regarde la performance extra-financière pour qu'à terme, on soit aussi obsédé par la performance financière que la performance extra-financière? Franchement, je regarde les chiffres tous les jours. Moi, chez Back Market, je suis pas sûr que je regarde le nombre de tonnes de CO2 évitées grâce aux ventes opérées sur la plateforme Back Market tous les jours pour autant. Mais en revanche, il y a un outil qui est cœur chez nous, c'est le PNL. Et donc, la manière dont nous, on vit la mesure de la performance extra-financière chez Back Market, c'est la génération d'un PNL carbone, qui est une bonne mesure de notre impact chez Back Market, pour pouvoir mesurer notre impact et mesurer les efforts qu'on fait au fil de l'eau pour pouvoir améliorer cet impact. Quand on achète un téléphone reconditionné, je regarde encore une minute, quand on achète un téléphone reconditionné chez Back Market ou ailleurs, par rapport au neuf, c'est 80 kg de CO2 qu'on évite. Pas qu'on économise, qu'on évite. Donc, moi, Back Market, je suis capable de transformer mes ventes en tonnes de CO2 évitées. Et en face de ça, je suis capable, plus ou moins précisément, de transformer toutes mes lignes de coûts en tonnes de CO2 générées. C'est le bilan carbone que vous faites et qu'on fait de plus en plus régulièrement pour pouvoir être de plus en plus précis chez nous. Et donc à la fin, de la même manière que je mesure mon EBITDA, je mesure un ratio qui est ratio de tonnes évitées par l'intermédiaire de Back Market sur le ratio de tonnes de CO2 générées par les activités de Back Market. En 2022, c'était 17. Donc pour chaque tonne de CO2 émise par les activités de Back Market, c'était 17 tonnes qu'on me permettait d'éviter. En 2023, on devrait terminer autour de 19. Et l'idée, c'est que on anime nos équipes au sein de la finance, mais aussi de manière beaucoup plus globale chez Back Market, autour de ce ratio-là. Comment est-ce que, dans le cadre de mon budget, j'arrête de parler que d'euros avec mes interlocuteurs, je leur parle aussi d'impact. C'est vrai pour le travel and expense, c'est sans doute le plus facile, mais tech-wise, ou sur les investissements marketing, à partir du moment où on est capable de mesurer les impacts carbone, alors on est capable d'impliquer beaucoup plus les gens au-delà de l'aspect uniquement financier dans les résultats de la société. Et donc on a cet enjeu-là, c'est un voyage, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est au bout, mais il y a cette volonté de vouloir réellement marcher sur ces deux jambes-là qui sont importantes pour tout le monde, mais en premier lieu pour des sociétés qui sont censées être des sociétés à impact positif par nature, à mission, Bicorp, mais qui sont vraiment au cœur de ce qu'on doit faire pour respecter la mission de notre propre entreprise. Ok, top. Et donc en quoi tu l'as un petit peu expliqué déjà là, mais en quoi la mission sociale va vraiment influer et de quelle manière sur vos investissements, vos financements, sur la manière dont vous gérez votre activité? Alors nous, c'est comme je le disais, on a cette mission sociale de servir les gens qui sont économiquement vulnérables, comme on dit, pour les aider à trouver un job et potentiellement à changer de voie par rapport à celle qui les prédestinait. Donc dès qu'on lance un nouveau produit, dès qu'on lance un nouveau programme, c'est vrai qu'on est, comme on dit, EV, Economical Vulnerable People by Design, quoi. On est vraiment là pour, on pense le produit directement destiné pour les personnes qu'on souhaite servir, en fait. Et comme les personnes qu'on souhaite servir, qui sont cette North Star qu'on souhaite atteindre, c'est d'aider les gens vulnérables économiquement. Dès le départ, on les intègre dans la conception d'un produit. Donc ça, c'est plus au niveau des équipes produits. Après, comment on la fait vivre, cette mission sociale, dans le reste de la vie de l'entreprise? On a décidé, par exemple, chez Chance, on a distribué des BSPCE à tous nos salariés. Et dans les BSPCE qu'on a attribués à nos salariés, on a aussi une clause qui oblige à reverser 25% en fait des gains potentiels futurs à un fonds de dotation aussi qu'on a créé qui aide à verser des bourses à ces personnes-là pour financer du coup des programmes pour ces personnes vulnérables économiquement. Donc on a une clause dans nos BSPCE de reverser 25% obligatoirement de nos gains potentiels futurs. On a évidemment un accord d'intéressement où on a un critère social. Ça c'est tous les bonus, tout l'intéressement sont incentivés sur un critère social. Ça fait partie de notre politique.
Et puis après, on suit ces indicateurs, comme je le disais, mois le mois. On communique dessus régulièrement au sein des équipes. Voilà, c'est vraiment dans notre ADN et c'est comme ça que qu'on fait vivre la mission au quotidien. Peut-être au-delà des enjeux financiers ou du rôle du CFO là-dedans, il y a sans doute quelque chose qui est culturel dans ces sociétés qu'on doit faire vivre en tant qu'employé de Chance ou de Back Market, au-delà de notre rôle de financier. Je me rappelle très bien quand je suis arrivé 2 mois après, je suis allé voir un des fondateurs de Back Market qui s'appelle Vianney, et j'étais très content parce que j'avais une nouvelle ligne de business pour nous et je lui avais fait un très joli BP et je me suis dit waouh, incroyable, je vais valider ma période d'essai. Et donc je lui présente mon truc et il pose, il me regarde et il me dit is it green enough? Et je le regarde, je referme mon PC et je repars en me disant que j'avais pas assez, en tout cas, si ce n'est pas du tout, pris en compte cet aspect-là dans la manière dont je réfléchissais le problème. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, ok, bah je sais où est-ce que je mets les pieds, et à moi aussi, la prochaine fois que quelqu'un viendra me voir avec ce BP ou avec une idée, d'avoir ce même réflexe-là. Et je pense que c'est culturellement, on a quelque chose qui est plus de l'ordre de la passation et de la transmission autour de ça, au-delà des enjeux plus financiers, qu'il faut qu'on incarne. Ok, super. Et peut-être allez, une des dernières questions. En ce qui concerne les objectifs que vous fixez, est-ce qu'il y a des défis ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été compliquées à surmonter pour intégrer ces objectifs dans la vie de la société, dans dans le pilotage, dans le suivi? Est-ce qu'il y a vraiment des choses un peu... vous êtes heurté à des barrières? La data, c'est sans doute la barrière qui me vient le plus en tête. C'est compliqué de pouvoir, si encore une fois, on veut être sérieux sur le sujet, faire confiance à de la data qui ressort de nos outils aujourd'hui, parce qu'on est moins équipé by design pour mesurer des impacts carbone, des impacts de génération ou d'économie de litres d'eau, que des impacts très financiers. À la rigueur, le bon angle peut-être pour rentrer dans ces sujets-là et dans l'enjeu de cleaning de cette data, c'est peut-être HR, notre meilleur partenaire, et les aspects sociaux, parce que c'est là où on a le meilleur terreau. Mais sans doute que c'est le plus gros problème que je rencontre avec mes équipes aujourd'hui, et qui nous demande le plus de temps d'amélioration. C'est très frustrant d'une certaine manière parce que on a envie d'être juste dans ce qu'on donne et à la fois on est très limité par ce facteur-là, même s'il y a beaucoup d'outils. À la rigueur, les outils, c'est garbage in, garbage out. Donc, comment est-ce qu'on s'améliore en interne pour faire ça et comment est-ce qu'on génère cette data de manière suffisamment récurrente pour pouvoir mesurer, encore une fois, l'aspect extra-financier aussi régulièrement que l'aspect financier. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. Le plus difficile, c'est la data, et le plus gros challenge, c'est qu'en fait parfois on se retrouve avec trop de data même, et on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas comment l'analyser. On n'a pas la bonne data. Donc moi je sais que c'est un des trucs qui m'a vraiment frustrée au début, c'est qu'il y avait une complexité d'y voir clair tout court. Et du coup quand j'ai pris le sujet impact, je me suis dit en fait la clé, c'est vraiment d'essayer de faire simple, et c'est la simplicité qui est hyper importante, de pas essayer de vouloir sortir plein d'indicateurs compliqués, de se dire mais on pourrait mesurer ça aussi, poser telle question, rajouter ça. Et en fait c'est idiot. Juste il faut, à un moment donné on s'est posé, on s'est dit si on veut justement sortir notre rapport d'impact dans l'année qui court, on s'est dit qu'est-ce qu'on voudrait juste qui apparaisse. Au final on voudrait peut-être qu'il y ait que 2 chiffres qui apparaissent et on sera content et ce sera génial et ce sera très bien et on s'arrêtera là et on aura fait notre mission quoi. Et on aura réussi à prouver que ces 2 chiffres pour le coup ils répondent à notre mission sociale. Donc moi, j'aurais vraiment un conseil là-dessus, c'est d'essayer de faire simple, de pas se compliquer la tête, de pas toujours vouloir ajouter des indicateurs, des KPIs. Là, c'est un peu aussi le défaut du financier qui a l'habitude d'avoir un PNL avec plein de chiffres, plein de marges, plein de trucs. Donc on se dit, mais non, je peux pas avoir mon onglet impact avec juste 2 chiffres. Non, c'est pas. En fait, il faut aussi se dire, bah c'est pas grave, j'ai que 2 chiffres, mais c'est très bien, ils sont parlants, ils répondent à ma mission et ça suffit.
Ok, bah super, bah merci à vous deux. Aujourd'hui, le but, c'était vraiment de vous partager un petit peu les sujets de pilotage de la performance que nous on voit dans les sociétés qu'on accompagne ou dans les sociétés dont lesquelles travaillent Clément et Hortense. Le message à vous faire passer, c'était vraiment que ce pilotage il est de plus en plus important aujourd'hui au vu du contexte actuel, au vu de la data qui est de plus en plus importante, etc. Et qu'il faut bien pouvoir le mesurer, bien pouvoir le savoir à quel moment il faut rentrer dans ce pilotage, dans ces analyses et pouvoir avoir le bon timing et la bonne prise de recul et donc avoir effectivement un message un peu synthétique, clair à transmettre aux équipes derrière. Voilà, merci à tous.